Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une petite critique, un petit retour, comme d'habitude ça va durer 1 heure, sur Godzilla, l'épisode 2 en quelque sorte, Godzilla 2 King of Monsters, sorti en 2019 de Michael Dougherty, la suite du projet de Gareth Edwards, Godzilla, qui était sorti en 2014. C'est un film avec Kyle Chandler, Vera Farmiga et aussi Millie Bobby Brown. C'est un film qui a coûté la bagatelle de 170 millions, certains disent 200 millions dans les environs. Il en a récolté 385 dans le monde. C'est un petit peu poussif tout ça. Il dure 2h12 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h12 ? Eh bien, c'est l'idée que des titans issus d'un ancien écosystème enterré sous terre se réveillent d'une hibernation à cause d'une humanité bien trop corrompue qui menace l'équilibre de la Terre. Vous savez, le nucléaire, les industries, le minage, les produits chimiques. Et donc tout ce beau monde va se réveiller et commencer à semer la zizanie un peu partout. Et Godzilla est l'un d'entre eux et peut-être qu'il va pouvoir sauver les humains de ce mauvais pas. Le film a eu une campagne marketing assez standard qui en montre trop, comme d'habitude. Les bandes annonces par contre étaient assez bien avec de très bonnes musiques, mais ça montrait beaucoup trop. Le spectacle est-il à la hauteur de sa promesse ? Je dirais que non, ça aurait dû me plaire en fait, mais au final c'est un petit peu sans saveur. Le film essaye, avec le précédent, de se rapprocher d'une idée de franchise, un peu à la Marvel, vous voyez. On reproche l'idée souvent d'un univers étendu à la Marvel, avec des liens créés entre les créatures, avec le Kong Skull Island qui était sorti récemment, avec cette compagnie secrète, le Monarch Initiative, je crois. Plutôt que faire simplement une suite, on fait un univers étendu, donc quelque chose qui va au-delà de simplement d'un film à un autre, quelque chose qui englobe le tout. Le script a pris 1 an, changé, révisé pendant le tournage même, et même en post-production. Et ça, je crois que ça peut se sentir. Des contraintes de durée, équilibrer aussi le spectacle des monstres et l'histoire humaine. Donc on crée des groupes de personnages. C'est une vraie idée. On va dire une idée forte, cette super espèce. Mais qui doit rentrer dans le scénario avec l'histoire de famille, les groupes militaires, créer les situations pour les combats de monstres, les combats en eux-mêmes, de trop nombreuses lignes à cocher dans le contrat d'un film de fiction à mon sens, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que le récit ne marche pas, il ne tient pas. Ils ont essayé de faire une structure assez complexe, le film enchaîne beaucoup de scènes, on saute un peu de l'un à l'autre pour donner les informations nécessaires aux spectateurs. Le film a peu de moments de flottement, ça va trop vite, on a l'impression aussi de voir un film construit pour ces conflits. On a une confrontation et on brode des choses autour de ça. Est-ce que le scénario n'est donc pas utile pour un film de monstres ? C'est faux, parce qu'il faut un scénario, sinon il y a un problème d'engagement de la part du spectateur. Le scénario crée des situations dans lesquelles le spectateur se retrouve, dans lesquelles le spectateur peut s'identifier via les personnages, pour après avoir de l'adrénaline, de la tension en fonction de la scène d'action. Celui-ci répond aussi, dans un certain sens, aux critiques du premier qui disaient que on ne voyait pas assez le monstre, on ne voyait pas assez les grandes créatures, donc Godzilla. Comme si ce film-là avait compris la frustration du premier. Et là, les mecs, ils se sont dit, alors cette fois, on va tout mettre pour que le spectateur ne soit absolument pas frustré. Et c'est du délire, il y en a, mais partout des monstres. Après, il y a peut-être des petits problèmes de ton avec les anciens Godzilla, mais je ne peux pas en dire grand chose. Je veux dire, je n'ai vu que Godzilla, le Godzilla contre Mothra et Shin Godzilla. Les versions, j'entends par là les versions japonaises. Celui-là est quand même beaucoup plus sombre, il y a moins de mystère. Mais il y a finalement des choses aussi passées sous silence. Cette cité dédiée à Godzilla qu'on voit un moment dans le film, les origines de Ghidorah, la terre creuse qui permet les déplacements rapides, voilà, il y a quand même des choses qui sont laissées sous silence. Je ne sais pas si on va y revenir, je ne pense pas malheureusement. Il y a beaucoup d'action et finalement des problèmes de tension dans le film. Il y a une destruction de tout instant, c'est-à-dire le film montre des gens mourir partout.
Ce qui est important à voir. Je tiens à signaler ça, que la Warner fait l'effort de montrer des gens mourir à l'écran. Alors ce ne sont pas des morts gore, on parle bien, mais on voit littéralement des gens disparaître, des gens s'enfoncer dans le sol, des gens se faire calciner sur place immédiatement, instantanément. Et ça c'est important, parce que je dis ça, c'est que souvent dans un cinéma de très très grand spectacle, on a tendance à ne pas voir les gens mourir, parce que voilà, il y aurait de la censure, parce que c'est quand même un visuel violent, quelqu'un qui meurt. Et bien ici on en voit quand même, et je trouve ça louable de le faire. Avec cette destruction de tous les instants, la catastrophe elle est globale, vue que par nos protagonistes. Donc encore une fois, la tentative du scénario et aussi du réalisateur de nous recentrer sur les personnages plutôt qu'avoir quelque chose de global, pour qu'on puisse s'identifier à eux dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on n'a pas, vous savez, le président qui parle, les conflits avec les créatures mêmes, mais des enjeux humains qui existent entre les pattes des monstres, ce qui ralentit du coup le rythme de l'action. On a des moments calmes dans le chaos, toujours vu par ces personnages. On assiste en tant que spectateur avec ce film qu'à un fragment du conflit. On ne sait pas comment les gouvernements par exemple réagissent à l'apparition de ces monstres, s'ils lancent des bombes nucléaires, un armada qu'on ne connaît pas, etc. Et le film se termine sur une espèce de finale de 15 à 20 minutes de destruction pure. Alors là, à la fin, je peux vous dire, c'est vraiment la destruction finale, hein. C'est Mortal Kombat, la destruction finale. C'est l'anéantissement de la ville de Boston, il me semble, avec des effets qui saturent tellement dans tous les sens, c'est un peu la folie. C'est presque comme une overdose, et quand on fait une overdose de ce genre de choses, à la fin, ça nous fait plus rien. Le film ne cultive pas sa destruction, si je puis me permettre, et du coup, les effets deviennent vains, je trouve, à la fin du film. Tout en créant des situations qui sont complètement grotesques. J'entends par là, il y a de la destruction partout, et les gens, ils survivent, ils sont au beau milieu de la ville et ils survivent. On sait pas trop comment. Les monstres détruisent la ville, et les héros arrivent à échapper aux éclairs, aux feux, aux explosions, aux débris projetés, alors qu'ils sont pas loin du tout. Il y a quelque chose de très, j'allais dire de vulgaire. Non mais on nous prend un peu pour des cons là. Alors bien sûr, là c'est le contrat qu'il faut accepter pour apprécier le film. On a aussi des classiques de scénario, l'objet qui fait avancer le scénario, vraiment l'objet créé par le scénario pour faire avancer le récit. On pourrait appeler ça un MacGuffin, même si les héros ne le recherchent pas, c'est quelque chose qu'ils ont constamment sur eux. Leur cas, un truc absolument ridicule dans l'absolu, je trouve, hein. C'est un truc pour faciliter vraiment des grosses ficelles. On a aussi l'évocation du destructeur d'oxygène qui est utilisé contre Godzilla lorsqu'il affronte Ghidorah dans l'eau. C'est une référence au Godzilla original. Le scientifique utilise la bombe pour tuer un Godzilla destructeur. Ici, le scientifique utilise la bombe pour régénérer un Godzilla protecteur. Encore une fois, le film n'échappe pas à une sorte de nostalgie ou de référence au premier, pour faire plaisir aussi aux cinéphiles, aux gens qui connaissent un petit peu d'où vient cette créature. Je tiens aussi à signaler, encore une fois, ça c'est un problème de scénario parce que la mise en tension est nulle et finalement l'écriture de la scène et de la situation est ratée. Ce sont les bases de Monarch Initiative qui sont complètement ratées. C'est-à-dire que les bases, qui sont un peu partout dans le monde, les éco-terroristes, parce qu'il y en a dans le film, ils rentrent comme dans un moulin, c'est scandaleux. Il n'y a aucun système de sécurité fort, il n'y a pas de garde, ou il y en a 2-3 et après ils meurent tout de suite. Les complexes sont gigantesques et les mecs savent très bien où aller. C'est un peu de la folie, c'est un petit peu du foutage de gueule, mais le film malheureusement cultive ces maladresses, je sais pas si c'est de la maladresse ou si c'est du je m'en foutisme. Je pense qu'il y a un moment, ils lâchent du lest sur le scénario pour aller plus vite à la situation qui les arrange. J'avais cru entendre pour Skull Island, donc le King Kong, qu'il n'y avait pas d'émotion. Dans celui-ci, on tente l'émotion. C'est une tentative d'en créer avec les relations familiales qui sont tiraillées par des situations avec des gros monstres. Il est intéressant de voir que
la fin de celui de 2014, tout le monde dit « Yes, Godzilla, c'est trop notre ami, il s'est battu pour nous » et dans ce film-ci, on commence avec le trauma pendant que Godzilla se balade dans la ville en ruine. Donc il y a un changement de discours entre celui de 2014 et celui-ci. Personne ne va voir Godzilla pour les humains qui sont représentés, honnêtement, et c'est un gros problème du film. Le film n'arrive pas à créer les situations pour engager le spectateur envers les personnages. Personnellement, je ne me souviens même plus du nom des personnages. Il faut quand même que le spectateur s'investisse un peu dans le projet. Autant dans Godzilla, les humains ne jouaient pas un rôle clé, ici c'est plus important. Comme ils disent dans la bande-annonce, « This time we join the fight ». Eh bien, on pourrait même dire « This time we join the film ». Mais c'est fait avec une nuance supplémentaire. L'idée que les humains sont le cancer de cette planète, ce sont les méchants, c'est une chose qu'on connaît. Mais après, avoir la capacité d'éradiquer l'entièreté de la race humaine au nom de ça, je ne l'ai pas encore vu dans une fiction. Et c'est là que je trouve le film intéressant en termes de développement d'une morale et un développement d'un conflit narratif entre les personnages. Mais tout ça va bien rapidement se briser contre la rapidité des propos, la rapidité des scènes. On ne peut pas déployer j'ai envie de dire ce parfait conflit entre les humains, entre ceux qui considèrent qu'on doit continuer à vivre selon notre train de vie et ceux qui décident de façon radicale éradiquer toute la race humaine pour laisser une chance à la planète de survivre. Les rôles, fonctions dans ce film sont très très voyants, il y a des explications devant les écrans, ces fameuses choses où on se croirait dans un épisode de Star Trek, c'était finalement le même problème que j'avais souligné dans les films Godzilla de Netflix. Expliquer ce qu'on voit. Il y a trop de gens qui décrivent trop de choses qui se passent et qu'ils doivent faire. Et ça, c'est un problème d'écriture. On n'arrive pas à montrer visuellement ce qu'on dit. Nous avons toujours les militaires méchants débiles, les officiers militaires qui suivent les intuitions de scientifiques, les humains sont là pour l'exposition et les monstres pour l'action. Selon Chris Stuckman, je trouve que la formulation était très juste. Il y a peu de choses à demander de la part des humains autrement que ça. Faire un setup pour après préparer une bataille de monstres. Monarch est une compagnie qui est censée connaître ces monstres, mais il y a de sacrés amateurs dans leur équipe, à commencer par leur service de sécurité. Et puis sans parler de la débilité de la plupart des personnages, il n'y en a pas un qui prend une décision raisonnable, ils sont tous censés être de scientifiques, mais ils sont cons comme des tables. Il y en a un qui arrive et qui les coiffe tous au poteau. Je trouve que, personnellement, l'identification avec Kyle Chandler, le personnage joué par cet acteur, marche beaucoup mieux qu'avec celui que jouait Aaron Taylor Johnson. Kyle Chandler, au début, je sais pas pourquoi, mais il avait des problèmes de gorge. Il parle très bas et très calmement. Et tout d'un coup, peu à peu, il commence à prendre à s'emplumer, à avoir une voix un petit peu plus chaude. Je pense qu'il y a une progression qu'il voulait montrer aussi dans le jeu, mais je trouve que quand on fait un petit peu attention au timbre de la voix, ça fait très bizarre de l'entendre. Et à la fin de gueuler comme ça. C'est assez amusant. C'est très gênant aussi de voir de si grosses ficelles entre quelqu'un qui est assez renfermé et à la fin d'avoir quelqu'un qui embrasse la famille, qui embrasse les autres. Et en ce qui concerne la mère, j'ai presque l'impression que c'est un peu la même chose. Enfin, la mère, elle a une espèce de switch, comme un bouton. Elle switch de mentalité au milieu du film pour revenir à la fin sur le point de départ. Donc en fait, ce personnage, il a évolué et il a régressé. C'est très dommage. Le retournement était bienvenu, il était rapide bien entendu, mais il était le bienvenu. Mais finalement, ce qu'ils en font, et ça c'est un gros problème, c'est qu'ils considèrent Ghidorah comme la menace ultime qui va mettre à mal le plan de l'éradication des êtres humains par les humains. Du coup, on en revient encore une fois à un mal plus grand qu'il faut affronter pour restaurer l'équilibre. Millie Bobby Brown, eh bien, je trouvais qu'elle jouait bien, mais un brin trop excessif par rapport à Ken Watanabe, toujours retenu. Il rajoute un peu de gravité. Le casting, malheureusement, il a beau être prestigieux, avec des noms que les gens connaissent,
c'est pour pas grand-chose. Je veux dire, Charles Dance, il n'est pas utile dans le film. Après, il faut pas exagérer non plus. Il a eu une carrière bien avant Game of Thrones. Hein. Je vous rappelle qu'il a joué dans Alien 3 et The Last Action Hero, hein, donc bien avant Game of Thrones. Mais bon, après, les gens n'ont pas de culture, ça c'est une autre affaire. Mais dans ce film, il joue pas grand-chose. Ça aurait pu être joué par n'importe qui d'autre. Et Sally Hawkins, alors celle-là, oh mon Dieu, saluée dans la forme de l'eau, ça lui aura valu quoi? Un second couteau dans un blockbuster qui n'a pas marché. C'est quand même sacrément triste. Après, il y a une autre petite chose qui échappe aux spectateurs. Alors moi, ça m'a échappé, je me suis renseigné par la suite. Mais Zhang Ziyi, elle joue les jumelles liées à Mothra. Alors ça se voit pas dans le film, mais il semblerait que les deux jumelles soient présentes certaines fois dans le plan. Mais je n'ai pas du tout fait attention. En ce qui concerne les monstres, eh bien on crée les monstres à partir des vieilles silhouettes dont on modernise les traits. On fait aussi varier la taille des monstres, malheureusement, et j'entends pas par là varier la taille par rapport au premier film, mais varier la taille d'une scène à une autre, pour permettre les plans colossaux, tout en enculant la physique. Il y a plein de vidéos qui montrent voilà, que tout d'un coup Godzilla il est dans l'eau, comment il peut être sur l'eau, alors il est peut-être sur un iceberg ou des choses comme ça, il s'enfonce pas dans l'eau. Bon, bref, ça m'a évoqué clairement la série Godzilla qui suivait le film de Roland Emmerich, qui était vraiment très bien, et par moments ce film m'a donné cette impression-là, avec tous ces monstres qui apparaissent, le Rodan, le ptéranodon volcanique, Mothra, qui est très élégant, ou devrais-je dire élégante. Je pense que, étant donné qu'elle a lâché un œuf, il me semble, à la fin, on la reverra forcément. Et Ghidorah, qui est une créature tombée des cieux, c'est littéralement Lucifer, un ange déchu. On avait un plan avec la croix qu'on voyait en bande-annonce qui montrait cette idée-là. De même que des reprises de couleurs de tableaux qu'on voit un moment sur une affiche pour évoquer clairement le monstre divin. Les illustrations de Gustave Doré, du Paradis perdu de Milton, on a cette reprise pour créer quelque chose de l'ordre de l'icône autour de Ghidorah, puisque c'est quand même sa première représentation au cinéma, dans un cinéma américain et avec beaucoup de moyens par rapport à ce qui avait été fait au Japon, qui était quand même assez cheap, hein, clairement. Bien sûr, ça m'évoque la peinture de BVS de Saint-Michel chassant Lucifer du paradis. Tout cela a été créé aussi grâce à des humains qui ont joué les têtes de Ghidorah en performance capture. Même chose pour Rodan, très étonnant. Pas tant que ça quand on voit le résultat inspirant de Smaug le dragon chez Peter Jackson. Après, le résultat en lui-même n'est pas forcément très beau, mais au moins on tente, justement, du fait qu'il y a plein d'argent, des choses pour voir ce que ça donne et juger la qualité en salle. Et Godzilla dans tout ça, eh bien, il incarne la noblesse, une créature qui continue à détruire, mais une créature qui réadopte une sorte de corporalité, une présence à l'écran qui renvoie peut-être un peu plus à l'original, et aussi, je pense, une créature qui décide de son propre sort, qui ne prend pas parti, qui voit la possibilité de s'allier avec les humains pour affronter Ghidorah, mais avec ce qui va se passer dans les prochains volets, le King Kong contre Godzilla, eh bien peut-être que Godzilla deviendra le cruel ennemi de l'humanité. Le film n'est pas totalement américain, il y a eu aussi la participation de Vanda King Dao Studios, qui est un studio chinois de production lié à Oriental Movie Metropolis. C'est un studio qui a travaillé sur Pacific Rim. C'est un film qui a été tourné de juin à septembre 2017. Michael Dougherty, eh bien, malheureusement, encore une fois, on met un homme qui n'a pas assez d'expérience à la tête d'un film très 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 cher. S'il s'en sort, c'est merveilleux, mais là, il se fait broyer par la machine. Ici, on a les mêmes tares que dans beaucoup d'autres films. Il y a des problèmes de montage, on ne laisse pas assez les plans vivre pour rendre compte des informations. Le premier montage faisait 3 heures, alors il y a un potentiel de 40 à 50 minutes qui ont été enlevés. Il y a eu un montage par 3 personnes, ce qui crée toujours des problèmes entre qui a fait quoi et la densité de choses à régler, et ça amène malheureusement que lorsqu'on voit les combats, on cut trop sur les humains plutôt que sur les créatures. Autant il disait dans le premier Godzilla de 2014 « Let them fight », eh bien on pourrait dire même « Let us watch them fight ». Donc laissez-nous regarder le fight aussi. On a aussi la perspective des combats,
le point de vue humain de la contre-plongée par rapport à la version de 2014. Ici, on a un film qui propose plus de points de vue sur les scènes, mais qui privilégie quand même le point de vue humain. Il y a de lourds effets spéciaux, aussi bien son et images, pour donner un film efficace avec beaucoup de money shot, des plans qui coûtent très cher, des plans d'ensemble, avec beaucoup d'effets, beaucoup de filtres. Alors autant ils ont réussi des visuels, les plans qui sont maintenant relégués dans les bandes annonces, ils sont plutôt beaux, relégués à des gifs aussi avec des titres ridicules sur les réseaux sociaux, et les films Marvel s'en sont fait une spécialité, mais il y a tellement de fond vert, tellement de filtres au point que ça ne nous fait presque plus rien. On est à la recherche du réel. Quand on va voir ces films, on est à la recherche du réel, à la recherche des particules réelles. Ici, il n'y a rien. Il y a beaucoup trop de filtres, de la fumée, de la neige, de la poussière, des débris, des explosions. Ça rend les monstres indiscernables et ça rend l'image incroyable, c'est-à-dire pas croyable. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, toutes ces couches de filtres, d'effets spéciaux, le réalisateur n'a jamais le film terminé devant lui quand il est en train de monter. Il y a toujours quelque chose qui doit être ajouté par la suite et on dirait que certains plans ne sont pas terminés. Ce qui fait qu'il y a une projection qu'il doit se faire d'un plan, le réalisateur. Et un réalisateur inexpérimenté n'aura pas la force de se projeter. Du coup, ce n'est plus lui qui fait le film, mais l'équipe des effets spéciaux. C'est elle qui a de l'expérience. C'est de l'expérience de projection dans l'image terminée. Bien sûr, au bout d'un moment, ils doivent faire aussi des projections pour les gens du studio, les investisseurs, mais c'est déjà trop tard en fait pour modifier quoi que ce soit. Et repasser par la bande de montage pour refaire un DCP. Il y a des problèmes de cet ordre-là en termes d'effets spéciaux dans ce film. Beaucoup trop de filtres, beaucoup trop de choses, c'est beaucoup trop lourd. Tout en ayant le plaisir de voir... malheureusement, des reprises de plans de catastrophe qu'on voit dans la BA de Godzilla de 2014, mais qui sont absents du film. Vous vous dites, mais où on est en fait? C'est pas possible. Et puis bon, je suis désolé, mais il commence avec un raccord dans l'axe foireux dès la première scène du film. Pour moi, ça sentait déjà le roussi. Dès la première scène. Je me suis dit, non, mais vous pouvez pas foirer techniquement votre première scène. C'est pas possible. Ah bah si. Nous avons ensuite des enjeux, je devrais dire, pour gommer ces idées de filtres, de couches, des enjeux de colorimétrie qui sont bien discernables entre les différentes séquences, avec le bleu et le vert pour respectivement Godzilla et Mothra, et l'orange et le jaune pour Rodan et Ghidorah. Et ces couleurs se mélangent, s'affrontent dans un maelstrom colorimétrique. Ça, c'est plutôt une bonne idée, ça permet d'apaiser les filtres d'effets spéciaux qui s'entassent, comme on aurait pu imaginer pour d'autres films lourds en effets spéciaux, comme Le Hobbit, qui compte, je pense, beaucoup sur la colorimétrie pour unifier, devrais-je dire, les effets spéciaux et le réel. Je tape pas mal sur le film, mais le film, il m'a fait plaisir. Vous savez, ces moments où vous allez au cinéma pour avoir ces moments de frisson éventuellement, ces moments de plaisir, de destruction, quand vous allez voir un blockbuster de ce type-là. Pour moi, ça a été la séquence avec Rodan. Je trouvais que c'était vraiment une bonne séquence. J'avais, vous savez, la boule au ventre et la gorge nouée quand on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on est pris dans le jeu. On a accepté complètement le contrat et on oublie que les personnages ne vont pas mourir. Je trouve que c'est vraiment une bonne séquence parce que l'enjeu est clair dans le scénario et le visuel fonctionne bien. Le caractère inéluctable de Rodan, c'est une force contre laquelle ils ne peuvent rien faire aussi bien sur le sol que dans les airs, mais les héros sont dans un vaisseau et ils ne vont pas mourir parce qu'ils décident d'affronter Rodan en allant tout droit vers Ghidorah. Et le film se doit donc de nous faire oublier ce paramètre qu'ils ne vont pas mourir pour qu'on puisse frissonner. On joue donc sur plusieurs éléments. La situation, pour échapper au grand mal, ils foncent tête baissée sur un mal encore plus grand que celui qui est à leur trousse. Et visuellement, cette masse derrière le vaisseau, une menace constante d'arrière-plan qui nous est rappelée à travers des visuels. On a le vaisseau au premier plan et derrière, on a les immenses oiseaux avec ces grosses griffes qui sapent
s'approche derrière, c'est très impressionnant. Au cinéma, c'est vraiment prenant. Et la musique est oppressante et monte en intensité au fur et à mesure qu'ils arrivent dans la tempête. Une ambiance colorimétrique très violente, avec ce orange écrasant, chaleureux, violent. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de la fougue, de la rage. Mais cette séquence a été aussi aidée par la musique. Tout simplement, la track de Rodan, elle est superbe. Comme je vous l'ai dit, c'est le moment où j'étais à fond dans le film et les instruments produisent des sons similaires aux cris des monstres pour créer une confusion entre le sound design de Rodan et la musique, ce qui renforce, je trouve, la menace sonore qui pèse sur le vaisseau. L'instrumentalisation est lourde, on a des percussions un peu comme sur Mad Max. Clairement, il y a une inspiration de Mad Max là-dedans. C'est une musique massive et plus j'écoute la musique, plus je trouve qu'il y a quelques idées assez stylées dans la track, aussi bien pour par exemple Mothra. Il y a quand même des thèmes de créer ou devrais-je dire des fois des thèmes existants mais qui sont réorchestrés. Et clairement, Mothra, on reprend le thème de la chanson Mothra chantée par les deux sœurs que je connaissais du premier film Mothra, celui japonais, et ils l'ont rendu plus primitif, plus tribal, plus mystique, plus entêtant. Et c'est très réussi dans le film à mon sens. Il y a bien sûr des thèmes pour Ghidorah et Godzilla. Le Ghidorah, je ne l'ai pas forcément identifié, mais le Godzilla, on le connaît tous, avec des voix et une grosse orchestration un peu plus lourde. Ça rend plutôt bien pour un blockbuster calibré comme celui-ci. Mais malheureusement, le plus énervant, c'est quand on voit les moyens déployés qui sont colossaux et les films ne valent pas les moyens qu'on met dedans. Mais on va au cinéma pour dénicher ce qui pourrait nous plaire. Donc nous sommes un public test. Nous testons nos émotions et notre attente. Et ce film n'a pas répondu à mes attentes, malheureusement. Je lui mettrai j'allais dire un 12, mais je crois que vraiment, j'ai pas envie de revoir le film en entier. Et ça joue beaucoup sur l'idée de ce que je peux me donner du film. Je lui mets un 11,5. C'est simple, si le prochain film ne marche pas, ils vont arrêter cette série de films. Ils ne peuvent pas aller au-delà, c'est pas possible. Si le prochain film ne fait pas un carton, c'est fichu. Voilà, j'ai terminé ma présentation, ma critique, mon retour sur Godzilla King of Monsters. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir écouté, je vous remercie pour le soutien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!